Vous avez dit la taxe d'habitation sera compensée intégralement et dans la durée. Le CFL a fait des propositions. L'Association des maires de France, des départements de France et des régions de France les ont reprises à leur compte. Ces propositions, elles peuvent être discutées. Est-il raisonnable de les qualifier d'absurdes? Si, Monsieur le Président. Vous, à Autun, chez l'Inextinso. Alors, c'est que l'Inextinso de l'Élysée n'est pas juste. Si, je confirme. Je n'ai jamais dit, je répondrai après à tout, je n'ai jamais dit des maires qu'ils étaient trop nombreux ou incompétents ou clientélistes, Président. Non. Clientélistes, si. Non, si. non, mais c'est là. Je suis désolé. Alors, je vous enverrai je le regrette. les dates. Je suis très preneur. Je répondrai sur les chiffres. Volontiers. À Autun, si j'ai parlé d'une réforme, c'est celle de la DGF. Mais je vais y venir. Et je n'ai Pardon, mes chers collègues, je vais un peu déborder là. Non, mais je n'ai absolument pas parlé des propositions qui sont faites. Je suis très preneur que vous formuliez maintenant la proposition que vous faites sur l'autonomie financière des communes, en remplacement de la TH. Là, je vous parlais de la TH. Si vous pouvez me le dire, je suis très preneur. C'est connu, Monsieur le Président, heureux que nous nous voyions ici, dans l'Indre. J'allais dire un si beau jour, le jour de la Saint-Valentin, puisque nous sommes aussi le seul département où il y a un village de ce nom proche d'Issoudun. Mais cela vous a déjà été dit, nous ne doutons pas que vous allez dire votre flamme à la ruralité, aux maires, mais ce que nous voulons, c'est que tout cela aille beaucoup plus loin et que nous passions aux actes. Je partage tout ce qui a été dit par ceux qui se sont exprimés précédemment. Je n'ai pas un point de désaccord sur ce qu'ils ont dit. Je pourrais en rajouter. Mais je ne veux pas m'exprimer en tant que maire d'Issoudun, Monsieur le Président. Je vais m'exprimer au nom de l'Association des maires de France. Au nom de l'Association des maires de France, nous vous avons depuis longtemps dit les préoccupations qui étaient celles des maires, de l'ensemble des élus municipaux. Et ce que vous entendez ne vous surprend pas. Vous le savez, vous le connaissez, je le sais. Et donc, c'est bien que vous nous rencontriez, mais il y a un moment où la rencontre ne suffit plus, où il faut que nous ayons des réponses. C'est vrai qu'après 18 mois de stigmatisation des maires, que n'avons-nous entendu? Nous étions trop nombreux, mes chers collègues. Nous étions incompétents. Nous étions clientélistes. Ce sont des mots qui ont été employés par des membres de gouvernement, parfois par vous-même, Monsieur le Président. Je crois que si la réunion d'aujourd'hui a un sens, comme celles qui l'ont précédée avec d'autres maires, c'est d'avoir un autre dialogue, ou plutôt, enfin, un véritable dialogue. C'est, bien entendu, des problèmes essentiels qui préoccupent nos collègues. Ils n'ont pas évoqué les finances. Nous avons quelques passes d'armes actuellement sur le sujet, me semble-t-il. Mais ça, c'est stérile. C'est stérile. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse se mettre autour de la table et qu'on compare. Oui, j'ai annoncé des chiffres. Je suis prêt à prouver que mes chiffres sont justes. Oui, pour 2019, la DGF est stable globalement. Mais ça n'empêchera pas que 19 500 communes verront baisser leur dotation forfaitaire. Ce sont les chiffres de l'État. Ce ne sont pas les miens. Je n'invente jamais un chiffre. C'est ça la réalité. Mais vous avez été beaucoup plus subtil que le quinquennat précédent. Mais comme vous en faisiez aussi partie, peut-être avez-vous appris. Et c'est vrai que vous n'attaquez pas directement la DGF. Mais ce sont les crédits à destination des territoires qui, eux, sont gravement touchés. J'ai fait les comptes et je suis prêt à les confronter avec tous les ministres que vous voudrez bien mettre en face de moi. Sur l'année 2018, ce sont plus de 3 milliards de crédits destinés aux territoires, non pas de crédits aux communes, mais de crédits destinés aux territoires, parfois directement aux communes. Je pense, bien entendu, à la réfaction des crédits sur le logement, considérable, plus de 800 millions les 2 années. Je pense,
bien entendu, aux emplois aidés. Mais je pense aussi qu'il y a des baisses. Et je prouve, ce sont les chiffres des lois de finances, que par exemple sur l'investissement, dont on nous dit que les crédits n'auraient pas baissé, la DETR a été stable. Mais la DSIL a baissé. A baissé en 2018 et baisse en 2019. Ce sont les chiffres de la loi de finances, Monsieur le Président. Voilà quelques réalités. À cela, je dirais, j'ajoute que les vraies préoccupations sont celles de la libre administration des communes. Vous avez dit, je reprends vos propos, qu'il fallait aller vers l'autonomie financière et fiscale. J'ai les dates, j'ai les lieux. Eh bien, nous vous prenons au mot. Mettons-nous autour d'une table pour définir ce que peut être l'autonomie financière et fiscale. Vous avez dit la taxe d'habitation sera compensée intégralement et dans la durée. Le CFL a fait des propositions. L'Association des maires de France, des départements de France et des régions de France les ont reprises à leur compte. Ces propositions, elles peuvent être discutées. Est-il raisonnable de les qualifier d'absurdes? Si, Monsieur le Président. Vous, à Autun, chez l'Inextinso. Alors, c'est que l'Inextinso de l'Élysée n'est pas juste. Si, je confirme. Je n'ai jamais dit, je répondrai après à tout, je n'ai jamais dit des maires qu'ils étaient trop nombreux ou incompétents ou clientélistes, Président. Non. Clientélistes, si. Non, si. Non, mais c'est là. Je suis désolé. Alors, je vous enverrai je le regrette. les dates. Je suis très preneur. Je répondrai sur les chiffres. Volontiers. À Autun, si j'ai parlé d'une réforme, c'est celle de la DGF. Mais je vais y venir. Et je n'ai pas Pardon, mes chers collègues, je vais un peu déborder là. Non, mais je n'ai absolument pas parlé des propositions qui sont faites. Je suis très preneur que vous formuliez maintenant la proposition que vous faites sur l'autonomie financière des communes, en remplacement de la TH. Là, je vous parlais de la TH. Si vous pouvez me le dire, je suis très preneur. C'est connu. Je rappelle que ça a été voté à l'unanimité par le comité des finances locales. Et pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que le comité des finances locales, c'est l'ensemble de l'échiquier politique. Et donc c'est l'exonération à perpétuité? Non, ce n'est pas une exonération. Et c'est là que vous avez commis une petite méprise. Non, c'est le dégrèvement. Ce qui juridiquement n'a strictement rien à voir. Vous avez même ajouté que c'était, et c'est là que vous avez dit que c'était absurde, que ça entraînerait le fait que quand les élus augmenteraient leur taux, c'est l'État qui paierait, ce qui est erroné. Donc, est-ce qu'on peut juste, pour parler de la même chose, vous me disiez la proposition finale, puisque vous n'êtes pas sans sous-estimer qu'à un moment donné, la position de l'AMF était de transfert de la taxe foncière. Mais ça a changé, ça a évolué. C'est pour ça que je voudrais la proposition finale. Eh bien, je vous dis, c'est le dégrèvement, ce qui est le seul moyen de garantir dans la durée la compensation de la suppression de la taxe d'habitation, et y compris de garantir son évolutivité et de garantir la liberté de nos collègues, car dans le cas de dégrèvement, ils peuvent bien entendu continuer à augmenter les taux en prenant la totale responsabilité vis-à-vis de leurs concitoyens. Je vais m'arrêter là car ça serait trop long. Oui, monsieur le ministre. Mais je vais terminer d'un mot. Nous vous avons écrit, François Barouin et moi-même, il y a de cela un peu plus de 2 mois, à la suite du Congrès des maires de France, et sur le mandat du Congrès des maires de France. Nous vous avons demandé dans ce courrier, je vais m'arrêter là car ça serait trop long. Oui, monsieur le Mais ministre. je vais terminer d'un mot. Nous vous avons écrit, François Barouin et moi-même, il y a de cela un peu plus de 2 mois, à la suite du Congrès des maires de France, et sur le mandat du Congrès des maires de France. Nous vous avons demandé dans ce courrier l'ouverture d'un véritable dialogue, d'une négociation. Et nous vous avons cité 7 points précis. Je ne les reprendrai pas un par un. Mais comme nous n'avons pas eu de réponse et que je ne peux pas penser un seul instant que le dédain l'emporterait sur le dialogue, je vais à nouveau, Monsieur le Président, vous remettre ce courrier. Là, je suis sûr qu'il sera arrivé au bon endroit. Comme j'ai reçu François Barouin, et vous n'êtes pas sans le savoir, nous avons eu la discussion sur ces 7 points, Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, je suis
évidemment, je suis déçu que, surtout ici, vous n'ayez pas parlé en tant que maire d'Issoudun, parce que vous auriez pu me dire tout ce que le gouvernement vous avait donné, cœur de ville, territoire d'industrie, et les formidables projets dont votre ville a pu bénéficier. Mais vous êtes revenu sur les sujets plus nationaux, monsieur le maire. Bon, sur vos propos qui étaient approximatifs, je me suis exprimé. Sur les sujets, si, j'ai dit qu'ils étaient faux, sur les sujets financiers. Sur les sujets financiers, je pense qu'il ne faut pas que vous vous trompiez. Et ça rejoint un débat qu'on a parfois avec le président Berberian quand il dit la dotation dans le rural, elle est 2 fois moins que dans l'urbain. Non, parce qu'il prend la dotation forfaitaire. Et le président Léniel a aussi parlé tout à l'heure de la dotation forfaitaire en parlant des 19 500 communes. Bon. Et je veux bien, mais la dotation forfaitaire, ce n'est pas toute la dotation. Et le législateur, année après année, décide même que c'est de moins en moins toute la dotation pour pouvoir faire de la péréquation. Si c'était toute la dotation, les ruraux seraient les premières victimes. Les ruraux seraient les premières victimes. Je vais juste vous donner une illustration. Dans un département comme le vôtre, non mais 19 500 sur le forfaitaire, après certains vont perdre peut-être encore plus s'ils sont riches, et d'autres vont monter, c'est ça. Et c'est là où vous inquiétez certains, mais vous êtes malhonnêtes sur les autres. Mais je peux vous le dire, parce que quand on dit la moitié de la vérité, c'est qu'on ne dit pas toute la vérité. Alors, la DGF, je vais vous dire, quand on est dans le département, si je ne prenais que la dotation forfaitaire, d'abord, ce n'est pas vrai de dire qu'elle baisserait pour toutes les communes, mais ici, la DGF de l'Indre, elle est 203 € par habitant. Au national, elle est de 164 € par habitant. Si je ne prenais que la dotation forfaitaire dans le département, vous seriez en dessous de la dotation forfaitaire nationale. C'est vrai. Si je faisais la même approche. Mais à la fin, aucun des élus n'aura cette situation. Parce que derrière, non, vous avez de la DSR, vous avez de la DSU, vous avez toutes les dotations de péréquation, mais c'était la vérité. Le législateur, cette année, a même décidé qu'on accroisse encore la péréquation. Si vous perdez après des habitants, ou ceci ou cela, il y a les structures de la DGF. Après, il y a un cas dans chaque commune. Mais je m'inscris en faux sur l'approche qui ne voudrait regarder que la dotation forfaitaire. Cette approche n'est pas honnête, parce qu'elle ne traite pas bien, y compris de la grande ruralité, qui est compensée par des dotations qui sont venues en plus de la DGF. Moi, je l'ai dit, s'il y a plus malin, qu'on le fasse. Et c'est ce que j'évoquais l'autre jour sur la proposition dite Pires-Beaune qui avait été mentionnée. Vous vous étiez réjoui à l'époque en disant que c'était un jour de fête quand d'autres gouvernements avaient décidé de l'abandonner. Mais elle était au moins courageuse, cette réforme. Elle proposait de faire une péréquation de fait. C'était moins compliqué. Ah, simplement, c'est comme toujours dans notre pays. Et les communes qui étaient les plus urbaines, les plus riches ou qui bénéficiaient de notre système, elles ne voulaient pas perdre. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, premièrement, ce qui dépend du gouvernement et des engagements financiers que j'ai tenus devant les Français, ils sont respectés. J'avais dit, la DGF au niveau national, elle ne baissera pas en montant, elle ne baisse pas. Elle ne baisse pas. Ensuite, le législateur peut décider de modifier les choses. Le CFL peut d'ailleurs l'éclairer et il est contraint par le législateur comme il se doit. Si collectivement, les élus souhaitent rendre les règles plus intelligentes, j'y suis tout à fait favorable. Mais il faut juste s'accommoder sur le fait qu'à un moment donné, si la DGF est constante, soit on décide de geler les dotations pour tout le monde, soit si on change de curseur, il y aura des gagnants et des perdants. C'est une évidence. Et donc, il y a des communes qui gagnent beaucoup d'habitants, elles ont une dynamique, elles disent « j'ai des charges de centralité ». C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette dotation forfaitaire qui est liée à la population. Elles disent « j'ai des charges de centralité, je dois les avoir ». Si on leur baisse de ce côté-là, pour compenser d'autres communes qui sont en train de perdre des habitants et qui voient leur DGF fondre, il faut qu'il y ait un accord. Mais on ne peut pas être dans un système où tout le monde gagne, parce que c'est l'argent du contribuable. En tout cas, je voulais juste restaurer la réalité de ces structures. On a 4 dotations forfaitaires au niveau communal, 2 au niveau intercommunal, plusieurs au niveau départemental, régional, plusieurs critères dans celle-ci. C'est le fruit de l'histoire et d'une stratification. Ce n'est pas cette mandature qui les a changés. Si vous considérez, et ça c'est une proposition concrète même que j'attends de l'AMF, au-delà des propositions très génériques qui ont été faites, j'y suis très favorable. J'y suis très favorable. Mais ça suppose, et ça c'est aussi une conversion mentale qu'on doit faire, que les élus entre eux se mettent d'accord. Parce que bien souvent, les élus en appellent à l'État quand ils ne sont pas d'accord entre eux, pour reprocher ensuite à l'État les vicissitudes qui sont liées aux différences de situation. Moi, je suis très décentralisation, mais il faut y aller au bout. Quand on veut prendre les choses et qu'on veut les rendre plus intelligentes,
Ça veut dire qu'on est d'accord de s'entendre pour les rendre plus intelligentes et l'expliquer à celui qui sera moins favorisé par le système. Mais il ne peut pas y avoir toujours, d'un côté, ceux qui ont raison ou qui dénoncent le fait qu'ils perdent, ceux qui gagnent, qui l'empochent et qui ne disent rien, et l'État qui serait forcément le mauvais garant. Ça n'est pas vrai. Et je pense que d'ailleurs, ce discours, quand il s'installe, il affaiblit la République. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il affaiblit la République parce qu'il installe un discours mensonger contre l'État. Et ça, je veux défendre là-dessus les fonctionnaires et les gouvernements successifs, parce que, à la fin, les législateurs, ce sont des élus. Les membres du CFL, comme vous l'avez très bien rappelé, ce sont des élus. Et donc, si des élus de la République ont des idées plus intelligentes, qu'ils les proposent et surtout les portent et les mettent en œuvre. Sur ensuite la proposition qui a été faite. Moi, j'assume pleinement d'avoir proposé de supprimer la taxe d'habitation. La taxe d'habitation était un impôt injuste sur le plan territorial et sur le plan social. Sur le plan social, il est injuste parce que le dégrèvement qu'évoquait le président, vous le connaissez déjà pour les plus modestes. Et donc, quand on me dit, vous touchez à l'impôt local, vous allez défaire un lien ontologique entre la commune et ses habitants, la belle affaire. Il y a plein de communes, la moitié de leurs habitants, ils ne payent plus la taxe d'habitation. C'est l'État qui la paye pour eux. On le sait bien. C'est les plus modestes. Les classes moyennes, elles la payent, mais elles la payent quand on habite une surface comme celle-ci, qu'on gagne 1 fois le SMIC, 3 fois le SMIC, 5 fois le SMIC, c'est la même taxe d'habitation. C'est pas juste. Ensuite, les communes qui ont plus monté ces dernières décennies la taxe d'habitation, ce sont les communes qui avaient de la charge de centralité, ou plutôt des choses à faire, des projets à mener, et dont le potentiel fiscal, la ressource par ailleurs, était faible. Les grandes métropoles, elles n'ont pas tant monté. D'ailleurs, leur taxe d'habitation, elle est plus basse, hein, parce qu'ils perçoivent de l'impôt sur les sociétés. Ils ont réussi, même dans leurs négociations, à attraper une partie des droits de mutation pour certains. Donc, ils ont de la ressource. Et les plus petites réussissent, parce qu'elles ont moins de projets ou autres, à le garder. Donc, c'est un impôt qui est aussi injuste territorialement, parce que ce sont souvent ces villes moyennes, ces bourgs-centres, ces villes qui sont au cœur d'une intercommunalité, qui ont dû monter la taxe d'habitation. Et c'est bien souvent, d'ailleurs, les villes où vont les habitants qui ne peuvent pas habiter dans la métropole et qui, en plus, font le trajet. Donc, je pense que c'est juste de la supprimer, et c'est l'État qui le finance par, justement, ses économies. C'est l'engagement que j'ai pris. La question, ensuite, c'est de dire comment, et ça, moi, j'y suis très attaché, la commune vit. D'abord, le temps de cette transition, je l'ai dit, on rembourse en totalité avec l'effet, y compris l'effet base, s'il y a de nouveaux habitants, et c'est tout à fait normal. Après, est-ce qu'on transfère d'une collectivité à une autre de la fiscalité? Le garant, in fine, de l'économie à faire, c'est l'État. Mais est-ce qu'il y a une refonte à faire de la fiscalité locale? Initialement, l'AMF avait proposé de descendre la taxe foncière. Il n'y a pas eu de consensus a priori sur ce point à ce stade. Je disais ça, ça pouvait être une idée intéressante parce que, en effet, en descendant la taxe foncière, on a quelque chose qui correspond au lien local, communal. Les départements ont besoin d'une ressource fiscale également, mais ce n'est pas la taxe foncière ou pour d'autres et des MTO qui sont les plus liés à la vie du département dans l'activité sociale. C'est peut-être plutôt une part ou une part de fiscalité personnelle ou de CSG ou de CRDS à laquelle l'État renoncerait en la transférant en département. Ce serait peut-être plus intelligent, comme ça a été fait pour partie sur un bout de TVA avec les régions. Parce que TVA, c'est cohérent avec l'activité économique. Mais me dire, nous, notre solution, c'est le dégrèvement total, je confirme que cette solution, c'est tout sauf l'autonomie financière et fiscale. Parce que c'est dire, je veux, moi, l'autonomie financière d'un impôt dont le contribuable final ne paiera pas le montant. Ah bah moi, je veux bien. Ah, moi, je veux bien. C'est une belle idée de la responsabilité fiscale et de me dire qu'il faut un lien. Mais ça va se finir. Et encore, moi, je peux en être le garant de mon quinquennat, mais après, dans la suite, on vous dira, le dégrèvement, ça devient une dotation. La dotation, bonjour, au revoir. Mais c'est quoi un impôt qui sera en totalité dégrevé et puis qu'on resterait laissé à perpétuité. Donc je dirais, moi, je paie la taxe d'habitation pour vous, monsieur le maire, c'est l'État qui la paye pour moi. Bon, enfin. Mais oui, enfin, ça n'a aucun sens. Dans ces cas-là, il ne faut pas garder un impôt. On va se prendre le coût de collecte, le suivi, les fonctionnaires qui vont le suivre pour derrière le rembourser pour tout le monde. Bon. Je vous ai vu plus pragmatique, monsieur le maire. Voilà. C'est tout. Donc, j'ai le droit de penser que c'est une proposition d'étape. C'est votre deuxième proposition. Ce n'était pas la